Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la prise de parole parce que j'en ai vu certains que ça interpellait et intéressait particulièrement. Vous arrive-t-il d'avoir une petite voix méchante qui vous murmure quand vous allez prendre la parole en public, tu ne vas pas y arriver? Cette critique intérieure, insidieuse, tout le monde la connaît à un moment ou à un autre. Elle n'est pas seulement agaçante, stressante, elle sabote notre capacité à communiquer et à transmettre un message. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte de gérer cette voix de manière à ce qu'elle ne pose plus de problème lors de vos prises de parole publiques. Alors peut-être pas la faire taire, mais transformer votre peur et enfin parler avec confiance. Alors, ce qu'il va falloir, c'est d'abord identifier l'adversaire qui vous habite, je dirais, parce qu'avant de combattre un ennemi, il faut comprendre comment il opère. La critique intérieure, c'est un petit peu comme un logiciel de protection qui aurait mal tourné. La critique, elle ne se présente jamais de la même façon, elle porte différents masques. Alors attention, elle peut partir de façon similaire pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'elles ont toujours ce truc de tu vas pas y arriver, mais il peut y avoir plusieurs formes malgré tout. Il va y avoir par exemple le perfectionniste. D'ailleurs, c'est souvent les personnes perfectionnistes comme ça qui arrivent, qui ont du mal à passer à l'action ou qui ont du mal de leur prise de parole, justement parce qu'elles vont se juger très sévèrement. Et donc, ce perfectionniste intérieur, typiquement, il va vous dire eh bien, que c'est pas parfait, que c'est nul. Et souvent, il nous paralyse par la peur de l'erreur, comme par exemple un sportif qui n'oserait plus tirer par peur de rater le cadre. Et on se rend bien compte qu'en disant ça, ça paraît un petit peu bête finalement de ne pas y aller quand même. Alors, outre le perfectionniste, il y a aussi l'imposteur qui peut y avoir parfois en nous. Et celui-là, il vous fait croire que finalement, la dernière fois, vous avez eu bien de la chance d'y arriver et de vous en sortir. Mais que cette fois-ci, quand vous allez prendre la parole, eh bien, tout le monde va s'apercevoir que vous n'êtes pas à votre place et que finalement, vous n'avez rien à faire là. Donc, il y a ce deuxième type de voix intérieure, je vais dire. Et puis, il y a le pessimiste, fataliste. Alors lui, il anticipe souvent le pire scénario possible. Donc c'est, voilà, je vais monter sur la tribune, je vais tomber, ah, le micro va s'arrêter de marcher. Ça va être une prise de parole, je sais pas moi, lors d'un oral devant un jury, et c'est oh, je vais avoir un trou de mémoire. Voilà, donc ça, c'est la petite voix pessimiste intérieure qui va vous habiter. Alors, pour essayer de contrer ce petit habitant intérieur, je dirais, eh bien, il faudrait essayer d'auto-évaluer rapidement qui parle entre l'imposteur, le pessimiste, voilà, d'évaluer et de vous poser cette question lors de votre dernière présentation publique ou lors de votre dernière prise d'oral lors d'une réunion. Quelle était la phrase qui dominait dans votre tête? Est-ce que c'était je ne suis pas assez préparé? Est-ce que c'était ils savent déjà tout ça? Et c'est ici que l'auto-sabotage commence. On finit par agir en fonction de ses craintes, en parlant parfois trop vite, en baissant les yeux, en oubliant de regarder les gens. Et tout ça, ça va finir par confirmer les prédictions de cette petite voix intérieure. Donc il va falloir vraiment essayer de déconstruire le plan de ce critique acerbe qui vous habite et de voir d'où vient déjà cette voix. Alors, elle se nourrit déjà de nos expériences passées parce que des échecs, on en a tous connus. Ça démarre déjà à l'école avec une remarque désobligeante d'un professeur, voire d'un parent ou d'un camarade.
Notre cerveau, lui, il va stocker ces données. Au départ, c'est dans l'idée de nous protéger d'une future humiliation. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, eh bien tout ça dérape, c'est-à-dire que ça n'a plus la fonction initiale de nous protéger. Et, euh, et donc là, vous allez vous retrouver adulte dans une posture qui peut être anxiogène, parce que c'est un moment où vous allez être particulièrement vulnérable. Et c'est bien de sortir de votre zone de confort parce que la prise de parole n'est pas un exercice habituel, que vous allez avoir une anxiété qui surgit. Votre cerveau envoie alors un signal d'alerte en disant attention, danger, hein. Et c'est un mécanisme biologique ancestral qui va se mettre en branle. S'exposer devant un groupe, bah, c'était quand même autrefois perçu comme un danger pour la survie. Donc voilà, tout un mécanisme se met en branle à ce moment-là. Et puis, votre cerveau crée des schémas de pensée. Si vous vous répétez «je suis mauvais à l'oral», votre cerveau va effectivement tenter de trouver des preuves pour confirmer ça. Donc, c'est pas évident, hein, ça va être un bafouillage à un moment donné, ça va être un bâillement que vous apercevez dans le public. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Donc, on finit par imaginer un échec alors que le public, lui, il est juste bienveillant et que finalement la personne qui a bâillé a juste pas assez dormi, a passé une très mauvaise nuit parce qu'elle a un bébé et ça n'a rien à voir avec vous ou avec votre présentation. Alors si je vous ai dit tout ça, ce n'est pas seulement en tant qu'experte, mais parce que je l'ai vécu, ce sont des expériences bien évidemment par lesquelles je suis passée. Et parfois, le métier ne suffit pas à faire taire cette petite voix intérieure du premier coup, loin de là. Elle est encore là aujourd'hui, même si j'arrive à vite la mettre de côté et à partir sur quelque chose vraiment de professionnel, parce que j'ai des appuis, j'ai de l'expérience qui me permet de m'appuyer sur du positif, parce que j'ai drainé suffisamment d'expérience. Mais voilà, par exemple, quand j'avais 22 ans, il faut savoir que c'est à cet âge-là que j'ai débuté la radio. Juste après le conservatoire, j'ai fait la classe d'art dramatique à Strasbourg. Et donc voilà, je cherchais un petit peu comment travailler grâce à ma voix. Et donc j'ai postulé à ce qui était alors une ancienne radio libre, une radio associative qui m'a permis de faire mes armes et je me suis retrouvée en 5 jours derrière un micro dans un studio à gérer tout à la fois la musique, ce que je vais dire, donc la prise de parole et la réalisation technique, toute seule. Voilà, donc il faut se représenter le truc. Alors oui, je ne me trouvais pas face à un public directement devant moi, mais j'avais quand même cette responsabilité de devoir animer une émission à l'époque d'information locale. Euh, je savais quand même qu'il y avait des auditeurs de l'autre côté qui allaient m'écouter et je me suis retrouvée sans support, oui, sans soutien parce que j'étais la seule salariée à être là si tôt le matin et que finalement je remplaçais quelqu'un qui était parti, qui m'avait très brièvement formée la semaine précédente, qui m'avait donné les rênes de l'antenne en fin de semaine le vendredi et le lundi matin, voilà, j'avais les clés et je me retrouvais toute seule donc face à mon micro avec mon retour dans mon studio. Et je peux vous dire que bah, j'étais pas super fière, enfin, c'est-à-dire que j'étais pétée de trouille pour tout dire. Et en même temps, forcément, j'ai pas
j'ai pas été bonne, hein, c'était une première fois, mais en même temps, il faut un petit peu d'indulgence avec soi-même parce que sinon, tous, on n'aurait jamais de première fois. Et en même temps, c'était un moment un petit peu extraordinaire pour moi parce que la radio a toujours eu une place exceptionnelle dans ma famille, que ce soit mes parents ou mes grands-parents. C'était même le média qui passait bien avant la télévision. Et de fait, c'était vraiment très challengeant et en même temps, c'était presque un rêve pour moi de me retrouver derrière ce micro. Mais je peux vous dire que pourtant, au moment où le voyant rouge du Honner s'est allumé, bah, ma critique intérieure, elle s'est mise à hurler. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'as postulé ici? Pourquoi t'as dit oui, quoi? T'as pas de légitimité, t'as pas fait d'études de journalisme, entre guillemets, car même si je présentais à l'époque de l'information locale, bah, c'était quand même de l'info et voilà, donc je me sentais pas légitime, je me sentais pas à ma place. Et puis je me disais, mais t'es malade quoi, qu'est-ce que tu fous là? Mais voilà, j'y suis allée et en fait, bah, il y avait vraiment eu une lutte intérieure entre mon désir finalement d'être là, parce que c'était quelque chose bah, qui me faisait carrément plaisir, parce que la radio, comme je vous dis, c'était un monument chez moi à la maison, et en même temps, j'avais une peur colossale de l'erreur et du retour public, quoi. Donc c'était voilà, c'était challengeant. Et pour vous dire, donc j'ai bien connu ce dont je vous parle aujourd'hui. Et j'en suis pas restée là parce que, ah bon, bah après, je me suis habituée, voilà, je me suis retrouvée face à une table de mixage. Bon, c'est un peu comme quand on apprend à conduire une voiture. Au début, c'est un peu effrayant, on sait pas, on a peur, on va doucement, on a peur de se mélanger dans les pédales, les vitesses, etc. Bon, bah là, je me retrouve avec une table de mixage, plein de boutons, je sais pas à quoi tout correspond. Mais faut bien se débrouiller pour que le direct ait lieu, parce que j'oubliais de dire que j'étais évidemment en direct. Et en même temps, il y a des automatismes après qui se créent. C'est exactement comme une voiture. Après, on réfléchit plus, on passe à la première, à la deuxième, à la troisième. Bon, bah là, c'est pareil. Je réfléchissais plus et j'ai apprivoisé tout ça. Et la prise de parole, c'est un peu ça. C'est plus on le fait, plus on automatise certaines choses, plus on peut s'appuyer sur du connu, plus on peut s'appuyer sur une expertise, mais aussi, je dirais, presque sur son corps, sur des techniques de prise de parole avec la respiration, même si des techniques de parole, bah, pour le dire, franchement, j'en ai appris puisque j'ai fait le conservatoire, mais se retrouver en direct en radio, c'était encore autre chose. Donc ça restait challengeant. Mais en même temps, il y a quand même des choses comme ça qu'on peut garder et utiliser au fil du temps. Voilà, mais il n'y a pas de secret, il faut y aller et il faut arriver à faire taire cette petite voix intérieure, qu'on est l'imposteur, le pessimiste ou encore un autre personnage. Et, et des challenges, j'en ai relevé. Je vais vous en donner un autre. Donc voilà, première découverte de la radio, j'ai 22 ans. Un truc que j'ai fait aussi qui était très challengeant et où je me suis dit, mais oh là là, mais pourquoi t'as dit oui? Et en même temps, c'était une grande responsabilité que j'avais prise en acceptant d'animer un débat d'auteur en public à la médiathèque de ma ville. Et en même temps, voilà, je pouvais plus reculer parce que la conservatrice de la bibliothèque comptait sur moi. Elle avait fait envoyer par le service de presse des maisons d'édition les bouquins des auteurs chez moi. Enfin, il y avait pas quoi, je pouvais plus reculer. Et j'avais 24 ans quand j'ai animé mon premier débat d'auteur. Alors c'était sur le concept, il y avait un débat, deux auteurs, un auteur de mon territoire
qui invitait un auteur qui voulait faire découvrir au public. Et là, en l'occurrence, donc l'auteur de Mon territoire, c'était un ancien professeur de philosophie, si je me rappelle bien, en la personne de Bruno Tessarec, donc qui venait présenter un livre, voilà, et qui donc avait choisi d'inviter le breton Serge Joncourt. Et donc moi, si vous voulez, je devais donc faire le lien, animer le débat, présenter les écrivains et puis guider, être le fil rouge de ce débat public. Donc pas évident, 24 ans, là encore, aucune légitimité. Moi qui ai eu un parcours accidentel de scolaire, je vais dire, qui n'avait que mon bac à ce moment-là, à quelle légitimité je pouvais avoir, même si j'étais une grande amoureuse de la littérature, pour pouvoir m'exprimer comme ça et mener un débat entre deux auteurs en public, dans une médiathèque, voilà, et la médiathèque principale de ma ville. Quand on m'a proposé ça, bon, c'était pas pour rien, hein, c'est parce qu'en radio, j'avais été faire beaucoup de reportages, j'avais déjà interviewé pas mal d'écrivains, je rencontrais fréquemment la conservatrice. Mais enfin, de là à animer un débat public, bon, finalement, le fait est qu'elle a pensé à moi, on m'a appelé, j'ai pas trop réfléchi et j'ai dit oui. Mais alors, une fois que j'ai eu raccroché, je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'était les montagnes russes émotionnelles. J'endormais plus la nuit, j'avais le ventre noué, enfin voilà, c'est très très compliqué de prendre en plus ce genre de responsabilité. Donc j'avoue que j'étais assez, alors pétrifiée, ce serait peut-être un grand mot, mais j'étais très très anxieuse. Et j'avais vraiment une critique intérieure sur ma légitimité qui, à ce moment-là, était très forte. Alors bon, c'est tout, je me suis mise à lire les bouquins que les services de presse avaient très gentiment envoyés. Et donc, pour essayer de pallier, j'ai le perfectionniste qui est à ce moment-là venu en moi et qui m'a dit, voilà, prépare, plus qu'il n'en faut, comme ça tu pourras avoir de quoi étayer et avoir quelque chose sur quoi t'appuyer. Et je vous rappelle qu'à l'époque, moi, j'avais pas d'intelligence artificielle pour m'aider à rédiger quoi que ce soit, ni à construire un plan, ni à rédiger des paragraphes entièrement à corriger. J'étais, moi, face à mes bouquins. Donc, c'était quand même quelque chose. Et donc, j'ai essayé de prévoir vraiment pour avoir suffisamment comment dire, de matière, sachant qu'en plus, il y avait un libraire qui était là aussi pour vendre à la fin des livres aux personnes qui assistaient au débat des auteurs. Donc, c'était pas rien. Finalement, comment je m'en suis sortie? Eh bien, j'ai eu le réflexe de contacter déjà l'auteur de Mon territoire, qui invitait donc cet auteur breton. Donc, je suis entrée en contact avec Bruno Tessarec avant l'événement, et en discutant avec lui, j'ai découvert qu'il était admiratif de l'œuvre de Jean Cocteau, vraiment fervent admirateur. Et moi, j'aimais beaucoup Jean Cocteau, ayant étudié le théâtre au conservatoire. J'avais beaucoup lu de ses pièces de théâtre, mais aussi regardé de ces films extraordinaires que j'avais pu justement trouver à la médiathèque, empreints de mythologie grecque, sur le mythe d'Orphée, etc. Enfin, c'était passionnant. Et Cocteau, ça a été notre terrain d'entente à Bruno Tessarec et à moi-même. Et ce point commun est devenu mon encre pour pouvoir m'appuyer sur quelqu'un et donc mener ce débat à bien. Et c'est vraiment finalement cette connexion humaine entre lui et moi, ce point commun, cette connexion positive qui m'a aidé à sortir de ma tête
ce pessimiste, ce perfectionniste, même si j'avoue que j'avais quand même énormément préparé cette intervention. Mais en tout cas, la voix n'avait plus le premier rôle. Voilà, et c'est ça que je retiens. J'ai pu m'appuyer sur mes notes et m'appuyer donc sur ce début de complicité que j'avais pu créer tout simplement avec Bruno Tessarek. Voilà, donc c'est ce switch de mentalité qui m'a permis à 24 ans finalement de mener de main de maître ce premier débat d'auteur, qui a fait que après j'ai même été invitée à, à- à partager d'autres choses avec Bruno Tessarek du côté de Reims, alors qu'il a sorti un bouquin sur Sartre. Il m'a invité, voilà, où il y avait d'ailleurs un directeur d'une radio, grosse radio du territoire, qui était là, que j'ai pu rencontrer, etc. Et ça a enchaîné des rencontres pour moi derrière, que j'aurais d'ailleurs pas pu imaginer. C'est là où c'est important aussi des fois de savoir relever ces défis et d'oser faire ses prendre de parole. Et je peux vous dire que personne ne s'est dit au final, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait là? Ou alors elle n'a que le bac. Au contraire, on est venu me féliciter. Il y a eu de la presse papier également derrière. Il y avait également le Centre national du livre qui était là, avec quelqu'un encore d'une autre ville qui est venu me féliciter. Et donc finalement, ça a été un réel succès. Et là, c'est vraiment, je vous donne deux exemples vraiment rapidement et de mon début de carrière. Mais il y a eu bien d'autres moments et bien après, parce que je peux vous dire que ces stress et ces petites voix m'ont accompagnée pendant de longues années. Et comme je le dis, elles peuvent encore être là aujourd'hui, mais j'arrive rapidement à les mettre de côté, à les circonscrire et à m'appuyer sur mon expérience, et donc à trouver vraiment les tips qui vont faire que je vais pouvoir m'appuyer sur telle ou telle chose, avoir cette idée, comme je l'ai eu, d'appeler Bruno Tessarek pour pouvoir vraiment mettre cette voix de côté et avancer. Donc vraiment, il ne faut pas voir votre trac comme un signal de danger. Je répète que ça vient quand même de notre cerveau archaïque, mais c'est plutôt comme quelque chose qui va vous donner de l'énergie disponible. Ça va être un carburant qui va vous lancer, mais pas un frein. Donc vraiment, essayez déjà d'apprendre en première intention à observer vos pensées sans les devenir. Essayez de prendre un petit peu de distance, et au lieu de dire je suis nul, dites je remarque que voilà, j'ai cette pensée, je me dis que je suis nulle alors que je sais que je ne le suis pas dès que je suis en stress. Et cette petite distance que vous allez savoir mettre, eh bien, elle va tout changer. Parce que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la personne qui les observe. Et là, ça va tout changer. Et puis, je vais vous dire, il faut aussi accepter l'imperfection. Quelque part, il faut accepter votre humanité. Les autres sont comme vous et vous serez votre plus dur critique vis-à-vis de vous-même. En répétition, au début, en apprenant, même un musicien fait des fausses notes, et c'est comme ça qu'il progresse. Un sportif, alors moi je suis fan d'athlétisme parce que c'était un des sports que j'ai pratiqué jeune, enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, dès 6 ans, j'ai voulu courir, sauter, lancer. Et je reste très admirative des grands sportifs qui font de l'athlétisme, et je pense par exemple à Renaud de Lavillenie, cet immense perchiste français qui avait même installé un sautoir de saut à la perche dans son jardin. N'imaginez pas qu'il a pris une perche et sauté 6 mètres du premier coup. On est bien d'accord. Vous imaginez bien que au début, quand on prend une perche dans les mains, déjà, on ne se met pas à sauter à la perche
en se retournant au-dessus de la barre, en faisant demi-tour au-dessus de la barre. Vous imaginez bien que non. Vous imaginez bien qu'il y a pas mal de chutes et d'échecs. Eh bien, c'est ça qu'il faut accepter et c'est ça qu'il est devenu le sportif, l'immense sportif qu'il est. Donc, si vous voulez un jour maîtriser votre art oratoire, il va falloir accepter de vous planter, il va falloir accepter vos imperfections. Voilà, donc tout ça va vous permettre d'évoluer et il ne faut pas rester bloqué sur cette petite voix intérieure qui vous dit que vous êtes nul. Il va falloir arriver à prendre de la distance et à passer au-dessus. Alors, pour peut-être vous aider, je vais vous donner quelques conseils quand même. Vous pouvez créer une petite bulle avant de prendre la parole publiquement en utilisant par exemple des techniques de respiration très connues qui sont lentes et profondes pour signaler à votre système nerveux que c'est ok, tout va bien, vous êtes en sécurité, c'est safe, il ne va rien se passer de dramatique, vous n'allez pas être croqué par une grosse bête méchante. Voilà, vous pouvez aussi adopter une posture de puissance, en tout cas ce qu'il est dans la nature, c'est avoir un dos droit, des épaules ouvertes. Vous pouvez également écouter de la musique relaxante ou bien écouter une musique au contraire qui va vous booster, vous donner de l'énergie et vous mettre en condition de décharger un trop-plein d'énergie qui va vous permettre finalement d'évacuer les tensions corporelles de stress. En tout cas, l'objectif est de saturer votre cerveau de signaux de calme et voilà, de calme et de sécurité. Voilà, je cherchais mes mots. Vous pouvez également changer de perspective, vous dire que le jury qui est en face de vous n'est pas un jury. Alors je sais, c'est pas facile, hein, mais c'est des techniques de visualisation, vous dire plutôt que c'est votre invité. Voilà, ils sont là peut-être parce qu'ils veulent apprendre quelque chose ou passer un beau moment. Il faut se dire qu'un jury, de toute façon, ça ne va pas causer en face de vous. Ça va être à la fin qu'il va vous poser des questions. Donc, il ne faut pas être en stress, en train de vous autocritiquer, surtout pendant que vous êtes en train de passer devant un jury et de vous dire « Oh là là, ils disent rien, c'est mauvais signe ». Non, c'est normal, ok. Il va vraiment falloir sinon chercher des points de connexion, avoir peut-être le sourire dans la voix, trouver un sourire également à faire sur votre visage et il y aura peut-être quelqu'un dans le public, il y aura peut-être un membre du jury qui va vous sourire et vous allez pouvoir vous appuyer sur ça, sur cette chose positive et envoyer là encore à votre cerveau un message que ok, tout est sécure, tout va bien. Alors maintenant, on va voir le post-prise de parole. La critique intérieure, elle adore faire un débriefing et s'il y a eu un petit accroc, de ruminer ce truc et de passer en boucle, oh là là, là j'ai dit ça, là là là, je me suis plantée, j'aurais peut-être dû dire ça, etc. Eh bien, forcez-vous malgré tout à lister 3 choses qui ont fonctionné. Vraiment 3 choses positives avant d'évaluer peut-être les points que vous pourriez faire avancer de manière positive et que vous pourriez améliorer. Voilà, et il faut vraiment être dans l'idée qu'on va évaluer aussi pour grandir, pas pour se punir, parce que l'expérience va vraiment vous permettre d'avoir des prises de parole qui vont aller de mieux en mieux et peut-être même que vous allez prendre du plaisir à prendre la parole. Alors, en conclusion, eh bien, je vous dirais que faire taire la critique, c'est clair, ne sert pas à devenir une machine parfaite à faire des discours. Au contraire, cela va vous permettre d'être enfin présent et être
authentique. Voilà, et ça peut vous servir d'ailleurs pour vos communications, vos vidéos sur vos réseaux. La vulnérabilité, votre humanité, votre erreur même du jour est une force. Et quand vous acceptez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être entendu, eh bien, vous créerez une connexion authentique que personne ne pourra imiter. Il y a des gens qui ne vont pas adhérer, mais il y a des gens chez qui vous allez faire vibrer quelque chose et qui vont apprécier votre contenu, apprécier votre prise de parole. Voilà, votre message est plus grand que votre peur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez besoin d'autres conseils, si vous avez des questions particulières, eh bien n'hésitez pas, je serais heureuse de pouvoir vous partager mon expérience. Pensez à être sincère et à être indulgent avec vous-même, et si vous le pouvez, à mettre un petit peu à distance cette voix intérieure. Alors n'hésitez pas, ça m'intéresse, à me mettre un petit commentaire et à me dire quelle est la phrase que votre critique intérieure vous répète le plus souvent, et essayons pourquoi pas de la transformer ensemble. N'oubliez pas, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, de vous abonner pour plus de conseils sur la voix et la communication. À très bientôt. Ciao.